Imaginez que vous déposiez des centaines de moutons domestiques sur une île minuscule au milieu d'un océan glacial. Puis que vous partiez simplement en les oubliant pendant un demi-siècle. Que se passerait-il? La mort? L'extinction? La catastrophe? Eh bien non. L'histoire de l'île Campbell va bouleverser toutes vos idées sur la survie et l'évolution. Abonnez-vous à la chaîne, ce sera passionnant. L'île Campbell est située à plus de 600 km au sud des côtes de la Nouvelle-Zélande, pratiquement à mi-chemin de l'Antarctique. C'est un avant-poste subantarctique où règnent des vents éternels, des pluies glaciales et des températures qui dépassent rarement 5 degrés, même en été. Il n'y a pas d'arbres ici, seulement des arbustes nains et d'étranges herbes géantes. Lorsque les Européens ont découvert l'île au début du 19e siècle, ils n'y ont trouvé aucun mammifère, à l'exception des otaries sur le rivage. Les oiseaux nichaient partout, les plantes poussaient sans aucune menace de la part des herbivores. L'écosystème existait dans l'isolement depuis des millions d'années, formant un équilibre unique qui allait bientôt être perturbé par la cupidité humaine. À la fin du 19e siècle, la Nouvelle-Zélande distribuait activement des licences de pâturage pour les îles éloignées. L'idée était simple, louer une terre sauvage, y amener des moutons, tondre la laine, faire du profit. Personne ne se souciait des conséquences écologiques. L'île Campbell semblait être la candidate idéale, car il y avait beaucoup de verdure et aucun prédateur. En 1896, un fermier nommé James Gordon de la ville de Gisborne décida de tenter sa chance. Il loua toute l'île au gouvernement, rassembla 400 moutons de race Mérino et leurs croisements, les chargea sur un navire avec des matériaux de construction et les envoya à travers l'océan déchaîné vers ce morceau de terre oublié de Dieu. Gordon prévoyait de construire une bergerie, d'embaucher des bergers et d'établir des livraisons régulières de laine vers le continent. Les premiers mois semblaient prometteurs. Les moutons paissaient dans les méga-herbes succulentes, le temps était certes rude, mais les animaux survivaient. Cependant, Gordon fut rapidement confronté à la réalité. Les coûts de transport étaient énormes et les prix de la laine commençaient à chuter. En 1900, Gordon fit faillite et abandonna sa location. Il fut remplacé par le capitaine Tucker, un entrepreneur plus ambitieux et moins prudent. Tucker décida que le problème venait de l'échelle. Il commença à importer des moutons par centaines, convoi après convoi. En 1913, environ 8000 têtes paissaient déjà sur l'île. Le troupeau s'agrandit incroyablement vite. Les moutons se reproduisaient dans des conditions où il n'y avait ni loups, ni chiens sauvages, ni même de renards. Les seuls ennemis étaient le froid, le vent et leur propre faim. Les pâturages commencèrent à s'épuiser. Les méga-herbes délicates, qui avaient évolué sans mammifères herbivores, n'avaient pas le temps de se régénérer après un pâturage intensif. Les méga-herbes de l'île Campbell sont une véritable merveille de la nature. Des plantes avec des feuilles de la taille d'une assiette à dîner et des fleurs plus éclatantes que celles des orchidées tropicales. Le lys géant de Ross peut atteindre 1 mètre de hauteur. Ses inflorescences dorées sont visibles de loin. Le pleurophyllum aux énormes feuilles luisantes crée de véritables prairies ressemblant à des paysages féeriques. Ces plantes ont développé de telles dimensions pour capter le plus efficacement possible la lumière solaire rare dans des conditions de nébulosité constante et de courtes journées d'été. Leurs feuilles massives fonctionnent comme des panneaux solaires et leur duvet dense les protège du vent glacial. Mais pour les moutons habitués à l'herbe ordinaire, ce régime était loin d'être idéal. En 1916, la location fut rachetée par 2 hommes d'affaires de la région d'Otago. Ils fondèrent la compagnie de l'île Campbell et engagèrent des bergers et des tondeurs permanents qui vivaient sur l'île pendant 1 an. Les conditions de travail étaient brutales. Les gens vivaient dans des huttes primitives, balayées par tous les vents, et ne voyaient pas de légumes ni de fruits frais pendant des mois. Les bergers racontaient que le vent sur l'île ne s'arrêtait jamais. Il pouvait souffler pendant des semaines sans interruption, renversant les gens et les forçant à ramper à 4 pattes. Il pleut ici 300 jours par an, et le brouillard est si épais qu'on peut se perdre à 10 mètres de sa propre hutte. Seuls les plus téméraires ou les plus désespérés pouvaient travailler dans de telles conditions. En 1927, la location fut acquise par un fermier nommé John Warren.
C'était sa dernière chance de faire fortune. Warren investit tout son argent dans le projet, amena encore 5000 moutons, répara les bâtiments et engagea de nouveaux travailleurs. Pendant un court moment, il semblait que l'entreprise allait enfin devenir rentable. Mais en 1929 éclata la Grande Dépression. Les prix de la laine et de la viande de mouton s'effondrèrent dans le monde entier. Ce qui valait une livre une semaine auparavant ne valait même plus un shilling. Warren ne pouvait plus payer le transport, ne pouvait plus payer les ouvriers, ne pouvait même plus se nourrir lui-même. L'île se transforma d'une mine d'or en un nœud coulant financier autour du cou. En 1931, l'incroyable se produisit. Le navire de secours qui devait venir chercher les travailleurs arriva avec 2 ans de retard. Oui, vous avez bien entendu, 2 ans. Les gens restèrent bloqués sur l'île sans communication, sans provisions, sans espoir. Ils se nourrissaient de viande de mouton et de plantes rares, essayant simplement de survivre jusqu'au sauvetage. Quand le navire arriva enfin, les bergers émaciés et hirsutes jurèrent de ne jamais revenir sur cette île maudite. Warren fut complètement ruiné. La compagnie fut officiellement liquidée en 1934. La location fut annulée et l'île retourna sous contrôle de l'État. Et les moutons ? Environ 4000 animaux furent simplement abandonnés à leur sort. Imaginez un mouton domestique, élevé par des siècles de sélection pour vivre dans une ferme. Il dépend de l'homme pour tout, de l'alimentation en hiver à la tonte en été, de la protection contre les prédateurs au traitement des maladies. Maintenant, imaginez 4000 de ces créatures soudainement abandonnées dans l'un des endroits les plus inhospitaliers de la Terre. Les premières années furent catastrophiques. Les moutons, non tondus pendant des années, se couvraient de laine jusqu'à des proportions absurdes. Certains animaux portaient sur eux 20-30 kg de laine mouillée et sale. Ce n'était pas une protection, c'était une malédiction. La laine mouillée devient plus lourde que la pierre, tire vers le bas, entrave les mouvements, provoque des infections cutanées et la pourriture. Les moutons commencèrent à mourir par centaines. Certains ne trouvaient pas assez de nourriture, d'autres tombaient d'épuisement sous le poids de leur propre laine. D'autres encore gelaient dans leurs toisons mouillées pendant les tempêtes particulièrement violentes. Les agneaux nés au printemps mouraient souvent dans les premiers jours de leur vie, inadaptés à la réalité de la nature sauvage. Les maladies fauchaient le troupeau. Sans aide vétérinaire, toute infection devenait une condamnation à mort. Les parasites apportés du continent se multipliaient dans la laine chaude et humide. Le piétin se propageait à la vitesse de l'éclair. À la fin des années 30, la population avait diminué, selon les estimations, à 1000 têtes ou même moins. Il semblait que c'était la fin. Encore une dizaine d'années, et le dernier mouton mourrait de faim ou de froid. L'histoire se terminerait par un autre exemple triste de stupidité humaine et de cruauté envers les animaux. Mais la nature avait préparé une surprise. Parmi les milliers de condamnés, quelques-uns furent trouvés dont les gènes étaient un peu plus adaptés à la survie en enfer. La sélection naturelle n'est pas une belle métaphore tirée d'un manuel de biologie. C'est une machine cruelle, aveugle, impitoyable, qui broie les faibles et ne laisse que les plus adaptés. Sur l'île Campbell, cette machine fonctionna à plein régime. Et les résultats commencèrent à se manifester après seulement quelques générations. La première chose qui changea fut la laine. Chez certains moutons, commença à se manifester une capacité ancienne et depuis longtemps perdue, la mue. Leur laine commença à tomber d'elle-même, par touffes, au printemps, comme chez les moutons sauvages. C'était un retour aux gènes ancestraux, dormant dans l'ADN depuis des milliers d'années. Les moutons capables de perdre leur laine excédentaire survivaient, et leur descendance héritait de ce trait. Le deuxième changement concernait la structure du corps. Les mégaherdes de l'île poussaient jusqu'à la taille d'un adulte. Pour se nourrir efficacement, il fallait soit se pencher constamment, soit avoir des pattes et un cou plus longs. La nature choisit la deuxième option. Génération après génération, les moutons devenaient plus grands, leurs membres s'allongeaient, leur silhouette changeait.
Dans les années 50 du XXe siècle, les moutons de l'île Campbell différaient déjà nettement de leurs cousins du continent. Ils étaient maigres, aux longues pattes, avec la tête haute. Leur museau s'était légèrement allongé, leur mâchoire était devenue plus forte, adaptée à mâcher les tiges dures des mégaherbes. Même les dents avaient changé, devenant plus résistantes à l'usure. Mais les changements physiques n'étaient pas les seuls. Le comportement évoluait aussi. Les moutons domestiques sont généralement craintifs et impuissants. Ils paniquent à la vue d'un objet inconnu et dépendent de l'instinct grégaire. Les moutons de Campbell devinrent prudents, mais pas peureux. Ils apprirent à garder leur distance, mais pas à fuir en panique. La reproduction changea de manière étonnante. Les moutons ordinaires atteignent la maturité sexuelle à 6-9 mois et peuvent avoir des agneaux dès la première année de vie. Les moutons de Campbell commencèrent à mûrir plus tard, après 1 an. Cela donnait aux jeunes animaux plus de temps pour se renforcer avant la première gestation et augmenter les chances de survie de la progéniture. Encore plus étonnant fut le changement dans le processus de mise bas. Les moutons domestiques se couchent généralement pour mettre bas un agneau. Mais sur le sol mouillé et froid de l'île, cela signifiait la mort pour le nouveau-né. Les moutons de Campbell commencèrent à mettre bas debout. Les agneaux tombaient de haut, mais au moins ils ne se noyaient pas dans une flaque glacée et se retrouvaient immédiatement sur leurs pattes. Les agneaux nouveau-nés devinrent aussi différents. Ils se levaient sur leurs pattes en quelques minutes après la naissance, et non en quelques heures. Ils commençaient à téter le lait presque immédiatement, comprenant instinctivement que le retard était mortel. Les faibles, les lents, ne survivaient tout simplement pas jusqu'au soir. Seuls survivaient les plus robustes, les plus rapides, les plus viables. La population se stabilisa. Après l'effondrement à des chiffres critiques dans les années 30 et 40, dans les années 50, le troupeau recommença à croître. Ce n'étaient plus ces moutons domestiques impuissants qui avaient été importés un demi-siècle auparavant. C'était quelque chose de nouveau, un hybride entre domestique et sauvage, créé par le hasard et le désespoir. Dans les années 60, plus de 2000 têtes paissaient déjà sur l'île. Ils vivaient en groupes de 20-30 individus, se déplaçaient sur l'île selon des itinéraires saisonniers, évitaient les endroits les plus dangereux pendant les tempêtes. Ils développèrent leur propre culture de survie, transmise de la mer à la nuit. Les scientifiques du continent commencèrent à recevoir d'étranges rapports de rares visiteurs de l'île. Les marins qui débarquaient accidentellement pour des réparations ou des recherches parlaient d'étranges moutons. Grands, maigres, avec une laine ébouriffée qui pointait dans toutes les directions. Des moutons qui ne laissaient pas les gens s'approcher à moins de 50 mètres et fuyaient comme des cerfs sauvages. Dans les années 70, l'île Campbell fut déclarée réserve naturelle. Le gouvernement néo-zélandais lança un programme de restauration de l'écosystème d'origine. Les mégaherbes, qui avaient presque disparu à cause du surpâturage, commencèrent lentement à revenir dans les zones protégées. Mais les moutons posaient problème. D'un côté, c'étaient des animaux invasifs détruisant la flore unique de l'île subantarctique. De l'autre, c'était une population unique présentant un énorme intérêt scientifique. Les moutons de Campbell devinrent un laboratoire vivant de l'évolution, un exemple de la rapidité avec laquelle une espèce peut changer sous la pression environnementale. Les biologistes calculèrent qu'en 50 ans, environ 20 générations de moutons, des changements s'étaient produits qui, dans des conditions normales, auraient pris des milliers d'années. C'était l'évolution accélérée en action. Des gènes qui se cachaient à l'état récessif depuis des siècles émergèrent soudainement et se répandirent dans la population. Une décision de compromis fut prise. Les moutons devaient être éliminés pour sauver la végétation, mais il fallait d'abord préserver leur patrimoine génétique pour la science. En 1975 et 1976, une expédition fut envoyée sur l'île. Leur tâche était simple sur le papier et incroyablement complexe en pratique. Capturer vivants plusieurs moutons et les ramener sur le continent. Imaginez une chasse aux animaux sauvages dans des conditions où un hélicoptère peut s'écraser à cause du vent à tout moment, où la visibilité dépasse rarement 100 mètres, où chaque pierre est glissante d'humidité. Maintenant, imaginez que votre proie
Ce sont des moutons pesant près de 70 kg qui courent plus vite qu'un homme et connaissent parfaitement le terrain. L'expédition utilisa des hélicoptères pour la reconnaissance, des chiens de berger pour le rabattage et beaucoup de force physique. Les moutons se révélèrent incroyablement craintifs et rapides. Ils fuyaient les gens sur une distance de plusieurs kilomètres, grimpaient sur des rochers où l'homme ne pouvait que ramper. Certains animaux sautaient des falaises, préférant le risque de la chute à la captivité. En 2 saisons de travail, 58 moutons furent capturés. Parmi eux, 10 représentants les plus sains et les plus typiques de la population furent soigneusement sélectionnés. 5 béliers et 5 brebis qui représentaient la diversité génétique du troupeau. Les autres durent être relâchés ou euthanasiés. Car le transport d'une telle quantité était impossible. Les 10 moutons choisis furent équipés de colliers temporaires et littéralement transportés à la main à travers des zones difficiles d'accès jusqu'au rivage. 2 km de terrain rocheux, avec un animal de 70 kg sur les épaules, ce n'est pas une promenade. Certains devaient être attachés et portés à 4 sur des civières improvisées. Sur le continent, les moutons furent placés dans un centre de recherche spécialisé. Ils ne furent pas tondus immédiatement, donnant aux scientifiques l'occasion d'étudier la structure de la laine, sa croissance et sa chute naturelle. Des échantillons de sang et de tissu furent prélevés, des analyses génétiques effectuées. Chaque animal fut littéralement catalogué du bout du nez au bout de la queue. Quand les moutons furent enfin tondus, sous la laine sale et emmêlée furent découverts des corps musclés et maigres, complètement différents des formes arrondies des moutons domestiques ordinaires. C'étaient des athlètes, créés par la nature pour la survie. Les muscles des pattes étaient développés comme chez les bouquetins, la cage thoracique large, les os solides. Des programmes d'élevage commencèrent. L'objectif était de préserver les gènes uniques, mais pas de créer une race commerciale. Les moutons de Campbell n'étaient croisés qu'entre eux, évitant soigneusement la consanguinité en raison du petit nombre de fondateurs. Chaque agneau était enregistré, chaque accouplement planifié à l'avance. Les recherches révélèrent des choses étonnantes. Les moutons de Campbell possédaient une résistance accrue aux parasites qui affectent habituellement les moutons domestiques. Ils souffraient moins souvent de pneumonie, supportaient mieux l'humidité et le froid. Leur système immunitaire était significativement plus fort que celui des races ordinaires, peut-être le résultat de décennies de sélection sans aide vétérinaire. La viande de ces moutons se révéla dure et avait un goût inhabituel, ce qui était prévisible. Ils n'avaient pas été élevés pour le repas, mais pour la laine, et des décennies de vie avec un régime pauvre en herbes dures ne favorisaient pas le persillage de la viande. En revanche, la laine, bien que grossière, possédait des propriétés uniques. Elle absorbait très peu l'eau et séchait rapidement. Sur l'île elle-même se déroulait entre-temps le drame de l'acte final. En 1970, une clôture fut construite à travers l'île, la divisant en parties nord et sud. Tous les moutons du nord, environ 1300 têtes, furent abattus par des chasseurs professionnels. À peu près autant furent laissés au sud pour surveillance. Le troupeau du sud continua à vivre et à se reproduire pendant encore 1 an et demi. Les scientifiques observèrent comment, sans compétition pour la nourriture, la population remonta à plusieurs milliers de têtes. Les mégaherbes du nord commencèrent à se régénérer, démontrant à quel point les moutons avaient affecté l'écosystème. Les plantes qui n'avaient pas vu le soleil pendant des décennies poussaient jusqu'à des tailles gigantesques. À la fin des années 80, vint le tour du troupeau du Sud. Les derniers quelques milliers de moutons furent systématiquement éliminés. Les chasseurs travaillèrent pendant des mois, ratissant chaque ravin, chaque vallée. Les moutons étaient devenus à ce moment-là si sauvages et prudents que certains devaient être traqués pendant des semaines. Le dernier mouton sauvage de l'île Campbell fut abattu en 1991. 105 ans de présence de cette espèce sur l'île prirent fin. Mais l'histoire ne se termina pas. Sur le continent, vivaient les descendants de ces 10 animaux sauvés, porteurs d'un patrimoine génétique unique créé par le hasard et la sélection naturelle. Au début des années 2000,
la population de moutons de Campbell en captivité était passée à plusieurs dizaines d'individus. Ils étaient gardés dans des fermes privées sous contrôle strict, comme des pièces de musée vivantes. Les éleveurs étaient fiers de leurs animaux inhabituels, les montraient dans des expositions, racontaient leur histoire incroyable. Mais en 2017, survint une tragédie. 5 moutons rares furent volés d'un territoire protégé et tués. Les motifs du crime restèrent obscurs. Peut-être était-ce un simple vol de viande, peut-être du vandalisme. Pour la population, ce fut un coup dévastateur. Le patrimoine génétique était déjà étroit, et la perte de 5 animaux adultes, y compris des femelles gestantes, fut une catastrophe. Aujourd'hui en Nouvelle-Zélande vivent seulement quelques dizaines de moutons Campbell de pure race. Leurs propriétaires se sont unis en association, échangent du matériel de reproduction, tentent d'éviter la consanguinité. Chaque animal vaut son pesant d'or. Chaque agneau est l'espoir de préserver la lignée unique. Les scientifiques poursuivent les recherches. Les méthodes modernes de séquençage génomique permettent de voir quels gènes exactement ont changé pendant ces décennies d'isolement. Les chercheurs trouvent des mutations dans les gènes responsables de la thermorégulation, de l'immunité, de la structure de la laine, du métabolisme. Chaque découverte ajoute des détails au tableau de l'évolution fulgurante. Les gènes du système immunitaire présentent un intérêt particulier. Les moutons de Campbell montrent des variations dans les gènes liés à l'immunité innée, à la protection contre les infections bactériennes et virales. Peut-être ces variantes existaient-elles dans la population d'origine à faible fréquence, et se sont simplement répandues en raison de la sélection. Ou peut-être sont-ce de nouvelles mutations apparues sur l'île. L'histoire des moutons de Campbell pose aux scientifiques de nombreuses questions. À quelle vitesse l'évolution peut-elle se dérouler dans des conditions extrêmes? Quels gènes sont les plus plastiques et changent facilement? Les animaux domestiques peuvent-ils revenir à l'état sauvage en quelques décennies? Et le plus important, que nous dit cette histoire sur la nature de la domestication? La domestication est souvent considérée comme un processus irréversible. On pense que des animaux domestiques sont tellement modifiés par la sélection artificielle qu'ils ne peuvent pas survivre sans l'homme. Les moutons de Campbell ont prouvé que ce n'était pas le cas. Même une espèce hautement domestiquée conserve le potentiel génétique pour revenir à un mode de vie sauvage. Cela a une signification pratique pour la préservation des races rares. De nombreuses races traditionnelles d'animaux domestiques disparaissent, évincées par les lignées commerciales modernes. Mais dans leurs gènes peuvent se cacher des informations précieuses, des adaptations à des climats spécifiques, une résistance aux maladies, la capacité de survivre avec une nourriture pauvre. Les moutons de Campbell nous rappellent aussi le danger écologique des espèces invasives. Même des animaux domestiques apparemment inoffensifs peuvent causer d'énormes dommages aux écosystèmes uniques. Les mégaherbes de l'île ont tellement souffert que certaines espèces ne se sont toujours pas complètement rétablies des décennies après le retrait des moutons. Aujourd'hui, l'île Campbell appartient à nouveau à la nature sauvage. Les mégaherbes se développent en immenses champs. Leur floraison est visible depuis l'espace. Les oiseaux marins nichent par millions, couvrant les pentes d'un tapis continu. L'île est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO comme exemple unique d'écosystème subantarctique. Parfois, les chercheurs visitant l'île trouvent d'étranges artefacts. De vieux os de moutons aux pattes inhabituellement longues, des touffes de laine à la structure étrange coincées dans les fissures des rochers. C'est tout ce qui reste d'une incroyable expérience évolutive que personne n'avait planifiée, mais qui a changé notre compréhension de l'adaptation et de la survie. L'histoire des moutons de l'île Campbell est une histoire de cruauté et d'espoir, de stupidité humaine et de vitalité incroyable de la nature. C'est un rappel que la vie trouvera un moyen de survivre même là où il semble impossible de survivre. Et c'est un avertissement que nos actions ont des conséquences qui peuvent durer des décennies et des siècles. Ces moutons se sont transformés d'animaux domestiques impuissants en pionniers robustes capables de résister à l'un des climats les plus rudes de la Terre. Ils ont changé la forme de leur corps, la chimie de leur sang, leur comportement et leurs instincts.
Tout cela s'est produit non pas en millions d'années, mais en 2-3 générations humaines. Merci d'avoir été avec nous dans ce voyage extraordinaire à travers le temps et l'évolution. Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous à la chaîne et mettez un like. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de cette expérience accidentelle de la nature. Les moutons auraient-ils pu évoluer encore plus loin si on leur avait donné plus de temps? Quels autres animaux pourraient changer aussi radicalement dans des conditions extrêmes? Partagez vos réflexions et à bientôt dans la prochaine vidéo.